Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre 120e éclairage d'actualité avec, comme vous pouvez le constater, nos intervenants habituels qui sont revenus de leur périple à la campagne, voilà, dont certains avec une extinction de voix. Donc, on va compter essentiellement sur Igor pour tenir le discours général et Arnaud s'engage à répondre d'une voix faible, mais avec beaucoup de compétences, comme d'habitude, aux questions qui pourront se poser. Igor, on t'écoute. Est-ce qu'on a un peu de matière aujourd'hui? Ah, pas allumé. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Deux informations à retenir aujourd'hui, le bilan de la conférence de Munich sur la sécurité et la visite surprise de Joe Biden à Kiev ce matin. Alors sur la conférence de Munich, pour la première fois depuis la fin des années 90, il n'y avait pas de délégation russe qui était représentée à Munich, une conférence qui a rassemblé 700 participants issus de 80 pays. On sans doute le principal sujet qui a dominé l'agenda des discussions, c'était l'Ukraine. S'y sont exprimés Joseph Borrell, le chancelier Scholz, Volodymyr Zelensky en visioconférence depuis Kiev, Emmanuel Macron, Jens Stoltenberg, donc secrétaire général de l'OTAN, Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, Annalena Baerbock, la ministre des Affaires étrangères allemande, Wang Yi, donc le Sherpa du président chinois pour les affaires étrangères, bref, que des officiels de très haut rang qui ont pris la parole. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Quelles sont les principales déclarations qui ont pu être faites? Je vais commencer évidemment par Emmanuel Macron, qui a donc le président qui a prononcé un discours. Les idées à retenir sont que pas de paix en Europe sans dialogue avec la Russie, mais le temps du dialogue, selon le président français, n'est pas encore arrivé. Il a également expliqué que nous, les Européens, auront besoin de courage et de force pour reprendre le dialogue avec la Russie, avec pour idée de trouver une solution durable. Alors, quelques citations empruntées au discours du président français. Donc, je cite Emmanuel Macron: La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre. L'agression russe doit échouer. Fin de citation, a déclaré le président Macron donc, lors de cette conférence. Puis, il a prolongé plus tard les discussions dans un point presse avec les journalistes où il a précisé sa pensée. Je cite le président Macron: Je veux la défaite de la Russie en Ukraine et je veux que l'Ukraine puisse défendre sa position. Mais je suis convaincu qu'à la fin, ça ne se réglera pas militairement. Je ne pense pas, comme certains, qu'il faut défaire la Russie totalement, l'attaquer sur son sol. Ces observateurs veulent avant tout écraser la Russie. Cela n'a jamais été la position de la France et cela ne sera jamais. Fin de citation. M. Macron a également précisé que les deux pays ne pouvaient pas l'emporter entièrement sur le champ de bataille. Alors, réaction quasi immédiate de Volodymyr Zelensky, qui s'exprimait aujourd'hui dans le Corriere della Sera, et qui a expliqué que Macron, je cite, perdait son temps avec cette idée de dialogue avec la Russie. M. Borrell, le haut représentant de l'Union européenne, a expliqué que la guerre en Ukraine était pour l'Union européenne un conflit existentiel. Je cite Joseph Borrell: Notre sécurité est mise au défi par la guerre en Ukraine. C'est ce que j'ai expliqué hier à mon homologue chinois, donc Wang Yi, dont je vais parler tout à l'heure. Nous armons l'Ukraine parce que cette guerre est un challenge pour notre sécurité. C'est un défi existentiel pour l'Europe. Fin de citation. Donc, point de vue de M. Borrell qui s'exprimait dans la conférence de Munich. Jens Stoltenberg aussi s'est illustré par une déclaration. Alors, il a fait un laïus, une introduction, mais il y a une citation qui a retenu l'attention des observateurs. Alors, je cite M. Stoltenberg: certains s'inquiètent que notre soutien, sous-entendu soutien militaire, à l'Ukraine risque de provoquer une escalade. Laissez-moi être clair, il n'y a aucune option qui ne comporte pas de risque, mais le plus grand risque est que Poutine gagne. Fin de citation. Donc pour M. Stoltenberg, le risque
que la Russie gagne est supérieur à celui de l'escalade du conflit vers, ce que redoutent certains, une confrontation quasi ouverte ou ouverte entre l'OTAN et la Russie sur le champ de bataille ukrainien. Alors, Wang Yi, donc le représentant chinois, est venu également prononcer un discours dans cette assemblée. Donc, je rappelle que d'ici la fin du mois, et très possiblement le 24 février, la Chine présentera un plan de paix pour résoudre le conflit en Ukraine. La Chine continue d'expliquer que seuls des pourparlers de paix peuvent venir à bout de cette crise. Et donc, dans cette logique-là, qu'elle entend présenter ce plan de paix. Alors, qu'est-ce qu'on sait à ce stade de cette initiative chinoise? Pas grand-chose, à vrai dire. On sait que la Chine a consulté l'Allemagne, l'Italie, mais également la France sur cette initiative-là, que ce plan tiendrait compte des principes de souveraineté et d'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais aussi des préoccupations de sécurité de la Russie. Les Américains ont tout de suite commenté en expliquant qu'il fallait se méfier des pièges, en référence à cette initiative. Alors, quand je dis les Américains, c'est M. Blinken, qui était également présent à Munich, qui a donné des interviews et rencontré nombre de ses homologues. À cette occasion, M. Wang Yi a déclaré que Pékin n'acceptera, je cite, « jamais les instructions ni même les menaces des États-Unis visant à exercer une pression sur les relations entre la Russie et la Chine ». Fin de citation. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est parce que les Américains, à travers M. Blinken, ont fait savoir en fin de semaine dernière qu'ils étaient en mesure de pouvoir affirmer que la Chine se prépare à apporter un soutien militaire à la Russie. Et Washington met solennellement en garde les Chinois contre toute tentative de livrer des armes à Moscou pour l'aider dans son opération spéciale. C'est M. Blinken qui a déclaré ça depuis Munich, dans un entretien accordé à un média américain. La réponse chinoise s'est pas fait attendre. Le 20 février, le ministère chinois des Affaires étrangères a répliqué, je cite, « Ce sont les États-Unis qui fournissent sans cesse des armes sur le champ de bataille, pas la Chine ». Fin de citation. Par conséquent, on voit que l'ambiance était assez tendue. D'ailleurs, la rencontre entre M. Yi et M. Blinken en marge de la conférence de Munich, manifestement, se serait mal passée, d'après Bloomberg, qui cite des sources bien informées. Au lieu d'aplanir les angles, ce qui était le but de cette rencontre, qui avait été reportée suite à l'affaire de l'aérostat chinois, au lieu d'aplanir les angles, cette rencontre, au contraire, les aurait a priori aiguisée, puisque les sujets de divergence et de tension ne manquent pas. L'affaire de l'aérostat, la Corée du Nord, avec le nouveau test de missiles nord-coréens ces jours-ci, Taïwan, ce que les Américains qualifient de soutien chinois à la Russie. Bref, il y avait beaucoup de sujets de divergence et manifestement, ils ne sont pas parvenus à les aplanir. Cela m'amène à la visite de Joe Biden à Kiev aujourd'hui. Alors, visite surprise et première visite du président Joe Biden à Kiev depuis le début du conflit. Il est arrivé en train via la Pologne. Cette visite a duré quelques heures, fin de matinée jusqu'à milieu d'après-midi. Il a rencontré bien évidemment Volodymyr Zelensky, il y a eu une conférence de presse. M. Biden était accompagné de son conseiller à la sécurité nationale, M. Jack Sullivan. Et il a quitté Kiev, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour se rendre en Pologne, où il va rester jusqu'au 22 février. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette visite? Je dirais une phrase de la conférence de presse qui a retenu mon attention, de la part du président américain, qui explique, je cite, « Les jours, semaines et années qui viennent seront difficiles ». Et par conséquent, il a annoncé que les États-Unis continueraient, comme il avait promis, de verser à l'Ukraine plusieurs milliards de dollars pour l'aider dans le conflit. Il a annoncé également un nouveau paquet d'aide militaire d'un montant de 500 millions de dollars dont les détails seront publiés demain, et rappeler déjà les livraisons qui ont été réalisées en coopération avec par plus de 50 pays, donc en matière de blindés et de tanks à l'Ukraine. Alors, cette visite de Biden à Kiev vise à démontrer, selon moi, la robustesse et la détermination du soutien américain, alors que le conflit rentre bientôt dans sa deuxième année. C'est un déplacement également qui s'inscrit dans le prolongement de la conférence de Munich, où les pays de l'OTAN ont voulu renvoyer une image d'unité, et où l'accent a été mis dans le discours sur la nécessité de poursuivre le rapport de force sur le champ de bataille et de s'inscrire dans la durée, donc un effort à la fois de soutien militaire, financier et politique, que les soutiens de l'Ukraine veulent inscrire dans la durée. En tout cas, c'est l'image que l'on souhaite renvoyer, malgré les nuances que j'ai évoquées du côté du président Macron,
qui, dans son discours, s'inscrivait déjà dans l'après, puisqu'il évoquait la sécurité en Europe, la période post-conflit, ce qui lui a été reproché immédiatement par M. Zelensky en creux, hein, mais également par d'autres personnes qui ne comprennent pas pourquoi le président continue d'évoquer cette idée de dialogue avec Moscou. Voilà. Quant à la visite de M. Wang Yi à Moscou, donc M. Wang Yi est attendu à Moscou, il est déjà arrivé, mais comme c'est en train de se faire, on n'a pas encore vraiment d'informations sur ce sur quoi aurait pu, sur quoi peut déboucher cette visite. Donc, on vous en parlera probablement mercredi dans notre prochain point. Voilà, Gilles. Merci beaucoup, c'était effectivement assez intéressant. Est-ce que tu peux en 2 mots nous dire c'est quoi la conférence de Munich en général? C'est un événement régulier qui renie qui, pourquoi? C'est quoi le périmètre? Alors, c'est une conférence, un grand rendez-vous annuel en matière de sécurité internationale qui rassemble des responsables de gouvernement, des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des diplomates, des militaires, et aussi des gens des centres d'analyse, think tank, qui viennent participer à cette conférence. Alors, c'est un rendez-vous qui se tient traditionnellement en février. Il y a une édition qui est particulièrement connue, dont tout le monde se souvient, hein, c'est celle de 2007 dans la première exprimée, hein, février 2007 à Munich, son fameux discours de Munich dans lequel il dresse un tableau très très dur à l'égard des États-Unis, de l'interventionnisme américain, de l'ingérence américaine dans les affaires des États souverains, etc. C'était en 2007. Et donc, oui, c'est un des grands rendez-vous, je dirais, mondiaux de la sécurité internationale, qui est quand même, on va dire, alors là, la Russie n'était pas là, bon, mais qui est quand même très, me semble-t-il, marqué occidental. C'est-à-dire, il y a des délégations qui viennent de pays non occidentaux. Je crois qu'il y avait une dizaine de pays de l'espace post-soviétique. Il y avait Bahreïn qui était là, notamment. Je crois qu'il y a aussi une délégation qui vient d'Afghanistan, chez Rapavel. Mais voilà, en gros, quand même, le gros du contingent, ce sont quand même des représentants de pays occidentaux. Très bien. J'étais un petit peu interpellé par la citation de Biden. Il semblerait qu'il imagine un conflit long. Ah bah Il absolument, parle oui. en années. Oui, c'est ça, il a dit, hein, donc il a parlé de jours, de semaines et d'années très difficiles qui nous attendent. Donc, pas de plus, hein. L'idée, c'est de dire, on s'inscrit dans la durée, c'est quoi qu'il en coûte, on décline cette fois-ci sur le conflit ukrainien, donc quoi qu'il en coûte en termes de soutien financier, de soutien militaire, de soutien diplomatique, de sanctions aussi, hein, très clairement. Et l'idée, c'est de faire en sorte que les économies, en tout cas c'est comme ça une fois de plus que c'est présenté, c'est pour ça que dans ma présentation, je prenais soin de dire l'image qui va être envoyée dans le discours, parce qu'après il y a les capacités, ici on en a déjà parlé, hein. L'idée c'est bien de dire qu'on va s'inscrire dans la durée, que ça nécessite notamment bien, de convertir une partie de certaines économies occidentales pour servir les besoins voilà, liés à l'effort que l'on souhaite apporter à l'Ukraine, donc y compris les chaînes de production d'obus, enfin, des choses qu'on évoque ici depuis quelques temps, qui à ce stade ne sont pas en mesure de servir la demande de manière satisfaisante. D'où les moyens qui ont été trouvés, que j'évoquais la semaine dernière. Donc, les Américains qui veulent mettre l'accent sur la formation des Ukrainiens pour leur apprendre à optimiser leur consommation d'obus, puisque les Américains expliquent très clairement que cette consommation est excessive et pas forcément efficace, et qu'il faut leur apprendre à mieux rationner tout ceci. Bon, donc ça, c'est cet effort-là qui manifestement est entrepris. Quelle va être la réalité de cet effort? Comment est-ce que ça va se traduire? Est-ce que, au-delà du discours, est-ce qu'il n'y a pas un décalage avec la réalité? Ça, on va le voir. Mais l'idée, c'était voilà, de montrer qu'on s'inscrit dans la durée, me semble-t-il. L'idée de renvoyer l'unité également, voilà, ces 50 pays, en tout cas les pays de l'OTAN, on va dire élargis à d'autres pays, dans ce soutien. Et alors qu'on approche d'une date quand même charnière, qui est ce 24 février. Je pense que c'était voilà, du signal. Et aussi faire oublier la conférence de Rammstein, qui s'est déroulée à Bruxelles, en l'occurrence la semaine dernière, où finalement, comme je l'avais expliqué, il n'y avait pas grand-chose de concret qui en est sorti, contrairement à la précédente, où là, on a déballé sur les tanks, hein. Là, finalement, c'était pas grand-chose. J'ai plutôt le sentiment que chaque pays, comme je l'expliquais la semaine dernière, y allait un peu de cette déclaration, rappeler ce qu'il avait fait pour un peu colmater la brèche, en attendant de se mettre d'accord sur le prochain étage de la fusée, parce que le prochain étage de la fusée, c'est des systèmes d'armement beaucoup plus sophistiqués, des munitions avec des portées rallongées,
les questions des avions de chasse, on en a parlé à Munich, mais c'était un peu l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire que les Américains ont dit que pour l'instant, ce n'était pas à l'ordre du jour, qu'eux ne comptaient pas livrer de F-16, mais que si d'autres pays souhaitaient le faire, considéreraient ça de manière bienveillante. Les Britanniques ont fait encore plus fort, ils ont expliqué qu'il ne serait pas question de livrer d'avions de chasse tant que l'opération spéciale russe en Ukraine continuerait. Ça veut dire, en gros, nous, on peut former des gens, mais on livrera rien. Donc, voilà, on voit que c'est un sujet qui ne fait pas l'unanimité. Et comme l'idée, c'était de renvoyer une image au contraire de bloc, bon, bah, ça a permis de faire, entre guillemets, le service après-vente de la conférence de Ramstein. Mais l'idée continue de faire son chemin. Qu'est-ce qu'on peut faire en matière de défense antiaérienne? Qu'est-ce qu'on peut faire sur les avions sans dépasser non plus trop des lignes rouges qui nous exposeraient au risque d'escalade qui était évoqué par Stoltenberg, mais qui juge finalement mineur par rapport au risque d'une victoire russe en Ukraine. Voilà, je pense qu'il y avait un peu cette idée de reposer le cadre pour renvoyer cette image d'unité. Alors, une de nos auditrices nous demande, c'est une précision, je pense, par rapport à tout ce que tu as dit. La Chine a dit que Washington devait revoir sa position sur l'Ukraine. Des détails, alors quelle serait quoi l'idée de la Chine? Pour la Chine, quelle serait la bonne position de Washington? Bon, déjà, j'ai pas vu la déclaration, donc je peux pas vraiment analyser comme ça, mais si jamais cette déclaration, telle que moi je le comprends, telle que c'est formulé, ça veut déjà dire que c'est les Américains qui décident et que c'est pas les Européens. C'est-à-dire si les Américains revoient leur position, j'en déduis que les Européens devraient s'aligner dessus, bon, qui à mon avis est pas complètement faux, en tout cas comme présupposé. Revoir la position, finalement, c'est un peu ce qui est en creux dans la phrase du ministère des Affaires étrangères chinoise, hein, qui répond à Blinken en disant mais c'est pas nous aujourd'hui qui livrons les armes, c'est vous qui déversez des armes en Ukraine, donc n'est pas nous dire de pas le faire parce que c'est arrêter en gros de tout miser sur cette option d'armer l'Ukraine et faites un peu plus rééquilibrer avec un peu plus de diplomatie pour les mettre à la table des négociations. Et ça me ramène sur l'histoire du piège qui était évoqué par Blinken qui explique qu'il faut se méfier des pièges qui vont être posés dans ce contexte-là parce que son point de vue à lui, si aujourd'hui on ouvre des discussions de paix, ou ne serait-ce même des discussions de paix, mais des discussions qui pourraient mener à un cessez-le-feu, eh bien, on entérinerait probablement la perte de territoire par l'Ukraine. Et ça, politiquement, c'est évidemment pas acceptable pour les Américains, les Européens, etc. Donc, c'est là où ça bloque. C'est deux perceptions très, très quand même différentes, à mon avis, de comment on pourrait mettre fin aux hostilités, sans même parler encore d'accord de paix. Hein. Mais comment on mettrait fin aux hostilités? Comment est-ce qu'on a un accord de paix qui vient ensuite bétonner tout ça? Et ensuite, autre étage de la fusée, la sécurité en Europe. Et comment est-ce qu'on fait pour que ce genre de drame ne se reproduise pas dans les 10-15 ans à venir? Très bien. Alors, une autre question d'une des auditrices les plus fidèles que nous saluons, Françoise, qui nous fait des résumés réguliers qui sont très lus, et qui nous demande pourquoi les Européens s'imaginent-ils que la Russie attaquera l'Europe s'ils gagnent en Ukraine? D'où vient cette idée? J'imagine que c'est surtout nos amis baltes et polonais qui sont inquiets de cette possibilité. Oui, bah, c'est une idée qui n'est pas nouvelle. Hein. C'est une idée qui en réalité, revient très, très régulièrement. Même avant, je veux dire, avant le 24 février 2022. Hein. C'était quelque chose qui était... Et qu'aujourd'hui, les Baltes et les Polonais que tu évoques ont beau jeu de dire, bah, voyons, vous l'avez dit, hein, ça fait des années qu'on vous prévient, que vous sous-estimez la suite des menaces russes, etc. Voyez, regardez, on ne s'est pas trompé. Bon. Il y a quand même une différence entre les Baltes et les Polonais d'une part et l'Ukraine de l'autre, c'est que les Polonais et les Baltes sont dans l'OTAN, ils sont rentrés dans l'OTAN dans les années 2000, enfin 80, 90, 2000, lors des vagues d'élargissement qu'il y a eu à cette époque-là, avec, j'allais dire, l'accord tacite des Russes, la Russie à l'époque était dans un autre État, comme chacun sait, et qui, on va dire, a accepté ces vagues d'élargissement en misant sur le fait que ça allait probablement stabiliser son plan occidental, que la peur de la Russie, voire la russophobie qui existe dans cette pays, serait calmée, trouverait calmée, puisqu'il y a un article 5 qui, a priori, sanctuarise ces territoires-là, hein, et que, par conséquent, il n'y aurait plus de raison qu'on ait peur d'une hypothétique invasion russe, etc. Bon. On voit très bien que c'est pas ce qui s'est passé et que, au contraire, il s'est passé l'inverse, c'est que la peur de cette invasion s'est même diffusée à d'autres États
de l'Alliance. Et maintenant, la croyance que les Russes pourraient rentrer, envoyer une armée, des tanks, que sais-je, dans un territoire de l'OTAN, à vrai dire, elle est persistante. Hein. On voit qu'ils y croient dur comme fer, manifestement, dans ces pays-là. Il y a l'histoire qui est aussi là pour alimenter ces peurs. Hein. Mais je crois quand même que les Russes savent ce qu'est l'article 5. Alors, les Britanniques sont-ils en concurrence avec d'autres Occidentaux, notamment français, concernant le contrôle de la production d'armement en Ukraine? J'imagine peut-être pour l'Ukraine. Oui, parce qu'en Ukraine, à mon avis, il ne reste plus grand-chose pour produire l'armement. Il reste à peu près des choses pour maintenir un fonctionnement, mais pour produire, je dirais, de moins en moins. Après, pour alimenter, oui, bon, les Britanniques, on en a parlé, hein, les Challenger 2, certains systèmes de missiles. Ils ont livré des choses. Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, est venu un peu dresser un bilan à Munich de l'aide britannique depuis 1 an. Il a mis en avant le fait que les Britanniques avaient été très tôt parmi les premiers à livrer des systèmes, à faire la promotion y compris de livraison de missiles avec des portées allongées, etc. Donc, il est plutôt venu vendre son bilan que annoncer des nouvelles livraisons qui seraient disruptives, etc. Même s'il a parlé de système de missiles à portée rallongée, mais c'est quelque chose dont il parle depuis 2-3 semaines sans vraiment préciser de quoi il s'agit. Donc, il y aura vraiment de très nouveau de ce côté-là. En revanche, au-delà de ça, non, je vois pas trop. Mais à contrario, il y a des rapports qui sont sortis récemment sur qui dressent un état des lieux assez catastrophique de l'armée britannique. Qui manifestement, c'est toujours pas remis. Alors, je parle de l'armée britannique, hein, pas du complexe militaro-industriel britannique, mais de l'armée britannique qui s'est toujours pas remis de 2003 et de l'invasion de l'Irak et de ces années en Irak qui apparemment ont complètement lessivé leurs capacités. Et il y a des think tanks tout à fait crédibles, tout à fait sérieux, qui dressent des bilans très réguliers, qui expliquent que l'armée britannique aujourd'hui est dans un état peu satisfaisant. Alors, une question qui est plus politique d'une certaine façon. Bonjour, on pourrait s'attendre à ce que les autorités russes exploitent les contradictions occidentales, les divergences de vues entre le chef d'état-major, M. Milley, et les politiciens américains. Pourquoi n'est-ce pas le cas? Ouais, parce que, bon, déjà, il y a un narratif très, très clair. Hein, qui parle d'Occident collectif, donc on amalgame finalement les Occidentaux, les Occidents dans un seul moule. Et puis je pense que les Russes n'y croient plus de jouer des divergences et des nuances entre Français et Allemands sur le dialogue, pas dialogue, les Italiens. Je crois qu'en pratique, ils n'y croient plus vraiment. Je pense que en réalité, dans une logique un petit peu d'économie d'énergie et de moyens, plus c'est le dialogue sur la sécurité et c'est avec les Américains. Et ils partent du principe que les Européens s'aligneront sur les décisions qui sont prises à Washington. Donc, je pense que c'est tout simplement ça. Alors après, sur la place à Washington, entre Pentagone, Maison-Blanche, département d'État, CIA, etc., c'est là que c'est intéressant d'observer les nuances dans les analyses. Ça, c'est ce qu'on a fait un peu ici quand même depuis plusieurs séances. Hein. On a le sentiment, donc comme on l'a dit, qu'effectivement, Pentagone, on est plutôt à dire qu'il faut calmer un peu le jeu, qu'en réalité, d'ailleurs on l'entend moins maintenant, hein, avec les objectifs proclamés par les Ukrainiens de revenir sur la ligne du 24 février et voire d'aller au-delà, jusqu'en Crimée. Tout ça, en réalité, on n'en parle plus beaucoup depuis le début de l'année 2023, parce que j'ai l'impression que le point de vue du chef d'état-major américain, de M. Milley, s'est un petit peu imposé discrètement, mais c'est imposé quand même, à savoir que les Ukrainiens n'ont pas la capacité de faire ça. Et c'est ce qu'il expliquait dans son audition par le Congrès en décembre. Hein. Ils ont expliqué que pour l'instant, état actuel de leurs analyses, ils estiment que ni l'un ni l'autre ne peuvent vraiment faire la différence au champ de bataille. Bon, à voir. Mais on dirait que c'est en tout cas un narratif qui a été mis un peu en sourdine depuis quelque temps, me semble-t-il. Est-ce que les Russes vont rien à exploiter ces nuances-là? Franchement, je ne pense pas. Je suis pas certain. Et je vois pas trop comment. Une question un peu incidente. On n'entend plus du tout Madame von der Leyen. Pourquoi? Elle est un peu emmêlée dans des affaires internes, c'est ça? Il y a des... Probablement, non, c'est vrai que c'est comme M. Borrell, on entend un petit peu à l'occasion.
Monsieur Charles Michel aussi, qui a d'ailleurs aujourd'hui fait une déclaration, mais Madame von der Leyen, on l'a quand même vu à Kiev, hein, il n'y a pas très longtemps, une conférence de presse. Bon. Mais il me semble que depuis qu'elle a donné le chiffre de 100 000, qui a été reproché, ou qu'elle a tweeté, pardon, le chiffre de 100 000 pour les pertes ukrainiennes, je crois que depuis, on entend un petit peu moins. Alors, est-ce que c'est lié à ça? Bon, je ne sais pas, mais j'observe que depuis qu'elle a fait cette sortie sur les pertes ukrainiennes, on entend beaucoup moins. Ce qui réjouira certains. Comment analysez-vous l'état de la société russe un an après le début de l'opération militaire spéciale en Ukraine? Un peu de voix pour parler. Oui, c'est une question trop vaste, je dirais, pour être traitée ici, mais je vous signale par anticipation la publication à venir d'un entretien que j'ai accordé au Point qui porte précisément sur ce sujet-là. Alors bon, la société russe, un an après la guerre, c'est un sujet de thèse, de dissertation, un minimum. Euh, bon, on a quelques certitudes. Certitude, c'est que dans leur majorité, les Russes approuvent, soutiennent en tout cas l'option militaire, entre environ 70%. Il y a 15% de personnes qui sont opposées. Et ça a assez peu changé au cours des derniers mois. Pour le reste, on a vu qu'il n'y a pas eu de véritable choc après la mobilisation. Certains pensaient que ce serait difficilement gérable politiquement. Ça a un petit peu tangué, mais pas tant que ça finalement. Ça, c'est une autre leçon à tirer. Il y a une volonté assez répandue d'ignorer la guerre, de ne pas s'en mêler, de ne pas s'y intéresser. C'est évidemment pas toujours faisable, pas toujours facile, surtout quand on a des mobilisés ou des militaires dans sa famille, mais c'est sans doute pas majoritaire aussi. Et comme je le disais lors de précédentes séances, il est possible aussi que face au durcissement des discours occidentaux, notamment polonais, sur la nécessité de décoloniser la Russie, de démembrer la Russie, eh bien, de plus en plus de Russes se disent que finalement, le conflit actuel est plus qu'un conflit avec l'Ukraine, c'est d'ailleurs ce que soutient le Kremlin, qu'une défaite de la Russie ou une non-victoire de la Russie aurait des conséquences catastrophiques pour le pays et pour chacun de ses citoyens. Merci. On va attendre avec impatience l'article du Point pour voir ton opinion plus détaillée. Là, une question intéressante parce que la Pologne entretient-elle encore des vues sur une partie du territoire ukrainien? Alors, est-ce qu'elle avait des vues? Ouais, c'est le encore là qui est encore. Non, bon, en tout cas, ici, enfin, je dirais au sein de certaines élites ici, il y a la conviction que les Polonais entretiennent ces vues sur une partie du territoire ukrainien, à savoir les parties occidentales, la région de Lvov, enfin les parties qui sont, on va dire, frontalières et voisines de territoire polonais. Hein. C'est quelque chose qui est rappelé régulièrement ici par certains officiels qui accordent des interviews, des entretiens, qui commentent et qui misent, dans leur représentation, hein, qui misent tôt ou tard sur le fait que les troupes polonaises entreront en Ukraine, excusez-moi, pour sanctuariser une partie du territoire et éviter. Voilà, c'est un peu dans leur vue, c'est comme ça que les choses arriveront. Ce n'est pas forcément le point de vue, je dirais, qui est mainstream, même s'il est défendu par des personnes qui sont quand même très visibles. Mais maintenant, vu de Pologne, ça, je serais bien normal de vous le dire. Moi, je dirais quand même que ça me paraît pas très plausible. Même si il y a une histoire telle qu'on la connaît, hein, avec les territoires qui ont été recomposés dans cette partie du continent européen, des frontières qui ont été déplacées, des populations qui ont été déplacées. Dire qu'il y aurait que les Polonais souhaiteraient revenir entre des jeux, je pense pas, à vrai dire. Je pense pas, mais je peux me tromper. Je pense que la direction russe souhaiterait que la Pologne participe à un partage de l'Ukraine. Il y a des cartes qui circulent sur les réseaux sociaux. Alors, c'est très farfelu, mais on regarde il y a quand même des choses, des représentations des territoires ukrainiens, polonais, roumains d'ailleurs aussi au passage, où on voit effectivement des partitions du territoire ukrainien, non plus en zone d'influence, mais en zone
voilà, avec souveraineté polonaise, roumaine, etc. Donc, il y a des choses comme ça qui circulent et qui reviennent régulièrement sur les réseaux et qui prétendent s'inscrire plus ou moins dans l'histoire. Voilà. Ils auraient donc raté un pacte Molotov-Ribbentrop avant le déclenchement de l'opération, d'une certaine façon. Une question qui n'a rien à voir. Le système alternatif à SWIFT fonctionne-t-il? Oui, un système qui fonctionne, messagerie, voilà, transmission d'ordre bancaire. Plusieurs dizaines de pays, à ma connaissance, sont branchés. Dans quelle mesure il est utilisé et quels sont les volumes de transactions qui passent par ce système, je n'ai pas d'informations. Et je doute d'ailleurs qu'il y en ait. Non, on n'a pas vraiment d'informations sur le volume, ni les montants, etc. Mais il existe, parce ici, on l'utilise. En réalité, nous, on l'utilise pratiquement tous les jours. Hein. En tout cas, ceux qui ont des cartes de crédit russes ont le choix de pouvoir utiliser ce système pour des transferts bancaires, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les Russes cherchent à le promouvoir auprès de leurs partenaires commerciaux étrangers. Et assez naturellement, ils avancent sur la question, prioritairement avec les Turcs et les Iraniens. Et je crois même qu'avec les Iraniens, il y a déjà des choses qui se font. Mais une fois de plus, c'est très modeste, surtout si on le compare. Mais je ne sais pas si la comparaison a vraiment lieu d'être, hein, avec le Visa ou le Mastercard, évidemment qu'il n'y a pas de... On n'est pas dans la même catégorie. Mais ils ont ce système-là qui existe et qui fonctionne. Très bien, écoutez, on arrive à peu près au bout des questions. Alors, je vais en avoir une dernière, mais ça me permet de de rappeler à tout le monde que donc notre prochain briefing, éclairage sur l'actualité, n'aura pas lieu jeudi comme d'habitude, comme prévu, mais bien mercredi, donc le 22. Voilà, pour deux raisons. D'abord parce que le 23 est férié, et puis surtout parce que demain, il y a donc une adresse à la nation du président Poutine, et ça va être donc ma dernière question. Quels sont vos pronostics sur le contenu? Est-ce qu'on a déjà des infos, des choses comme ça? Enfin voilà, évidemment, ça intéresse tout le monde. Non, il y a diverses spéculations. Est-ce qu'il va parler plutôt de problèmes intérieurs? Est-ce qu'il va changer le statut juridique de l'opération spéciale? Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, il y a quelque chose qui revient de façon assez récurrente depuis quelques heures, c'est la possibilité d'un durcissement in extremis après la visite de Biden à Kiev, qui sera sûrement vécu comme une provocation ici. Donc, il est possible que ce discours soit réécrit au moins partiellement et durci à la lumière de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne serais pas surpris qu'ils aussi reviennent et se sentent encore rejustifient une énième fois sa décision du 24 février 2022. Hein, c'est ce qui fait qu'il a encore fait ça à Volgograd le mois dernier. Donc, je pense que, a priori, je ne serais pas surpris qu'ils réexpliquent quels sont les éléments, les circonstances qui ont conduit à prendre cette décision et qu'ils repassent, je dirais, qu'ils retirent un boulet rouge sur l'Occident collectif, comme on dit dans le mainstream ici. Merci à tous les deux. On souhaite un bon rétablissement à la voix d'Arnaud. On le retrouve avec sa voix de stentor habituelle. Et nous vous retrouvons donc mercredi à l'heure habituelle, donc 17h30 en Russie et 15h30 heure de Paris. Voilà, comme d'habitude, la CCI France-Russie se retrouve, reste à vos côtés, donc tenez bon.